là, je vais vous parler des xénobiotiques. Xénos en grec, ça veut dire étranger, bios, le corps, la vie. Donc les xénobiotiques, ce sont toutes les molécules qui ne viennent pas de nous-mêmes, en dehors d'une nourriture saine, bien entendu. Le gros problème, c'est que c'est inodore et sans saveur, on ne les voit pas venir, mais on les a dans notre alimentation. Donc c'est là où, si c'était mauvais, on les ingérerait pas. Et pourtant, elles sont extrêmement dangereuses. Donc je vous rappelle juste, dans l'émission de Lise Lucet, le Sri Lanka, lui, a interdit le glyphosate, parce qu'il y a quand même eu 25 000 morts. Et si vous regardez l'émission, si vous l'avez vu, il y a 73 000 personnes qui sont dialysées dans un état morbide. Les hôpitaux du Sri Lanka, ce n'est pas les nôtres. Donc la situation, on est vraiment dans une situation de danger sanitaire de première catégorie. Là, ça rigole plus. Voilà, donc nous allons vite fait regarder, un peu comprendre comment fonctionne le corps, et ensuite comprendre comment les xénobiotiques agissent. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses qui peuvent interagir sur notre santé. Voilà, et nous allons voir que les pesticides, les nanoparticules, c'est ce que j'avais annoncé dans le bulletin municipal, c'est l'environnement de la campagne. Les additifs alimentaires, les nettoyants, les cosmétiques, c'est à l'intérieur de notre maison, ainsi que le reste. Alors, notre corps a deux manières de communiquer. On a la première, c'est la communication électrique. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous avons l'ordinateur central avec le cerveau et le cervelet. On a un gros faisceau de fils électriques et les fils, eh bien, un peu comme des multiprises, des rallonges, vont aller commander les articulations, enfin les muscles plutôt, ou ramener des informations sensitives. Donc ça, c'est la voie électrique. Et autant, et le cervelet, donc la petite partie du cerveau à la base du crâne, lui, va commander de façon automatique les organes. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais dire à mon cœur, tu bats à telle fréquence, c'est pas moi qui vais dire à mon estomac, tu commences à brasser de la nourriture quand tu es plein après le repas, l'intestin, etc. Tout ça, ça se fait grâce au cervelet, entre autres. Alors, si on regarde de plus près, un neurone, c'est une cellule avec son noyau, et puis on a un grand fil électrique par lequel chemine le courant électrique. Et puis, on va dire que celui-là, c'est le neurone A, neurone B, et entre les deux, il y a une prise électrique qui permet de faire la jonction du courant, qu'on appelle la synapse. Et donc, quand le courant électrique arrive au niveau de la prise, c'est-à-dire de la synapse, eh bien, les petites vésicules qui sont à l'intérieur vont à la surface, libèrent un neuromédiateur, c'est-à-dire une molécule qui transmet le courant électrique, qui va se déposer sur des récepteurs, et ainsi le neurone B est à son tour excité et va envoyer un courant électrique à la suite. Et puis, le corps communique aussi par voie chimique. Ce sont les hormones. Ici, un schéma d'hormones pour vous montrer que c'est une molécule qui est très complexe, qu'on pourrait un petit peu comparer à une clé. Elle va n'ouvrir qu'un seul type de porte. Par exemple, au niveau du cerveau, on va dire, le cerveau dit, bah, tiens, on en est à telle phase du cycle de la femme. Alors, l'hypophyse va dire, bah, tiens, on va sécréter une hormone qui s'appelle par exemple l'hormone folliculaire. Donc, cette hormone est envoyée dans le sang. Donc, cette hormone circule dans tous mes vaisseaux sanguins. Mais mon estomac, mon foie, mes reins n'y réagissent pas du tout. Il n'y a que quand cette hormone va pouvoir rentrer dans la bonne serrure, sur un récepteur typique des cellules ovariennes, que l'ovaire va se mettre à fabriquer un nouvel ovule. Mais il y a des tas d'autres exemples, comme vous allez le voir.
Alors, c'est un mécanisme extrêmement complexe, très bien fait, du reste. C'est-à-dire que le cerveau stimule les ovaires stimulent à leur tour l'utérus, et quand l'utérus a été bien stimulé par des hormones, eh bien, il va renvoyer, ces hormones vont déstimuler le cerveau pour lui dire ben, c'est bon, j'ai été assez stimulé, tu peux arrêter d'envoyer une hormone qui stimule l'ovaire. C'est très complexe. Hein. Donc, vous comprenez, vous commencez à comprendre que dès qu'on a des perturbateurs endocriniens, comme nous allons le voir tout à l'heure, eh bien, le schéma de fonctionnement est vite perturbé et ça devient un vrai bazar. Ici, pour vous montrer que nous avons plein d'organes qui fonctionnent avec les hormones. Hein, on a entendu parler peut-être de l'hypothalamus. Tout le monde connaît la thyroïde, hein, qui fait ces fameuses hormones thyroïdiennes. Les surrénales qui fabriquent la fameuse adrénaline. Hein, quand je m'énerve et que je fais un coup de sang, ben c'est parce qu'il y a eu libération d'adrénaline par les surrénales. Et puis le pancréas aussi, qui libère la fameuse insuline aussi. Alors, voilà l'unité de base de notre corps. Alors je vous propose d'imaginer la Terre vue de l'espace. On va dire que le corps humain, c'est la Terre vue de l'espace. Et puis, on va se rapprocher de plus en plus. On va voir les océans, les continents. On se rapproche encore un petit peu plus. On voit les villes. Alors, les villes, ce seraient nos organes. Et puis, si on regarde encore un peu plus, on a des maisons. Alors voilà, une maison, je vous propose de comparer ça avec la cellule. Avec le noyau, c'est la bibliothèque. Hein, ce sont tous les livres qui concernent toute l'information pour fabriquer un être humain. Donc, vous allez voir tout à l'heure que cette information est extrêmement complexe. Et puis, dans la maison cellulaire, eh bien, on a par exemple la cuisine, où on va fabriquer des plats. On a l'atelier, où on va fabriquer d'autres molécules. Et puis, par exemple, les mitochondries, eh bien, c'est l'équivalent du groupe électrogène. Sans groupe électrogène, on n'a plus d'électricité, donc l'électroménager, les outils ne peuvent plus fonctionner et on est en panne. Notre maison a des murs solides, par contre la cellule, elle a des murs qui sont mous. Voilà, donc à l'extérieur de la cellule ici, à l'intérieur de la cellule là, et puis il y a des portes et des fenêtres qui permettent de faire rentrer des choses, parce que quand je vais faire mes courses, il faut bien que je ramène des choses dans la maison. Et quand j'ai fabriqué des choses dans mon atelier et que je veux aller les vendre, eh bien ça ressort par ces protéines canal. Voilà. Donc le schéma d'ouverture d'une protéine canal, quand on a quelque chose qui veut rentrer dans la cellule à l'intérieur ou qui en sort. Alors, l'action générale des xénobiotiques, je parle des pesticides, mais ça peut être n'importe quelle molécule toxique, comme on le verra tout à l'heure. Soit cette molécule est à elle seule déjà hyper toxique, soit on a l'effet cocktail. Hein, les forces du mal qui s'unissent pour détruire la planète corps humain. C'est-à-dire qu'une molécule qui n'est pas forcément mortelle rend une molécule encore plus mortelle, ou deux molécules qui sont un peu toxiques mais pas au point de nous tuer, quand elles se mettent ensemble, elles nous tuent. C'est whisky plus vodka par exemple. Vous voyez, là on par terre. Ça, l'effet commune, c'est aussi une autre chose qui est très importante comme notion que vous reteniez, c'est que c'est pas en une fois que j'ingère la molécule que ça va me tuer, mais pendant 5 ans, pendant 10 ans, eh bien, je vais ingérer des molécules qui vont finir par abîmer mes organes et me rendre malade. Voilà. Alors, malheureusement, ces molécules, ces xénobiotiques, eh bien, ils vont arriver aussi facilement à passer la barrière du cerveau, c'est-à-dire que pour entrer dans le cerveau une molécule, il faut qu'elle soit vraiment de bonne qualité, qu'elle soit de petits poids moléculaires, elle soit assez petite, et malheureusement, les xénobiotiques arrivent à passer, et un autre endroit où ça passe, et ça aussi c'est un gros problème, c'est la barrière placentaire.
Donc, mesdames ou mesdemoiselles, faites attention à ce que vous mangez avant de tomber enceinte, parce que là, vous voyez que ça fait des gros problèmes, pas que sur votre corps, hélas. Alors, les pesticides, juste cette petite diapo pour vous montrer qu'on en a une très grande quantité. On parle du glyphosate, mais en fait, vraiment, on en a énormément pour les herbes, les insectes, les champignons, les racines. Hein. Donc là, vraiment, on a du choix pour mourir, on a plein de poisons différents. Ce sont des molécules qui sont extrêmement agressives. On parle d'oxydation, c'est-à-dire que c'est comme l'eau de mer sur du métal, ça oxyde le métal. Là, ça va détruire la cellule, et à plusieurs endroits, soit au niveau de l'atelier ou de la cuisine, donc la cellule ne pourra plus fabriquer ce pourquoi elle est faite, soit c'est la membrane de la cellule qui est atteinte. Voilà, c'est comme si j'ai un trou d'obus dans mon mur, dans ma maison. Le froid rentre, les insectes, les voleurs, tout, et ma maison est en danger. Et puis, malheureusement, ça agit sur l'ADN que nous allons bientôt voir. Donc là, ce que je vous ai montré, c'était au niveau d'une cellule, mais un groupement de cellules, c'est un organe. Et donc, vous pouvez voir que ces xénobiotiques vont générer dans mon cerveau une maladie d'Alzheimer. Dans mon pancréas, ça va être la cause d'un diabète, par exemple, mais ça abîme mes artères, génère de l'artérite, etc., etc. Et une chose, c'est que ce n'est pas qu'un seul organe qui est touché dans le temps, mais c'est tout un ensemble d'organes, plus ou moins selon nos particularités de chacun. Voilà. Donc, par exemple, au niveau du cerveau, si le neurone est atteint, il va être détruit. Donc là, plus d'informations. Soit le neurone fonctionne, mais c'est son fil électrique qui ne va pas pouvoir véhiculer le message. Et donc, on parle de neurotoxicité. Donc, tout simplement, j'ai regardé sur l'INRA, je crois, et vous pourrez le trouver sur le site, cette étude, qui est assez longue, mais qui décortique pesticide par pesticide les différentes atteintes du cerveau, le paraquat qui fait le Parkinson, etc., etc. À noter qu'on n'a pas forcément une maladie cérébrale comme le Parkinson ou l'Alzheimer, mais ça peut être bizarre. J'ai tout pour être heureux, mon exploitation agricole fonctionne bien, on est heureux dans la famille, et puis je suis déprimé, ou j'ai des troubles de l'appétit, j'ai des compulsions alimentaires. Il faut aller peut-être chercher si on n'a pas une cause neurotoxique à cause des pesticides. Alors là, vous voyez la différence. Est-ce que c'est le cerveau de gauche ou est-ce que c'est le cerveau droit qui est en bonne santé? On voit ici l'os, la boîte crânienne. En noir, c'est le liquide céphalorachidien. Et puis toute la partie qui est grise ici, ce sont les corps des neurones. C'est ce qu'on appelle la matière grise. Et vous voyez un cerveau qui a une neurodégénérescence, eh bien la matière grise a fondu. C'est le liquide céphalorachidien qui a pris le relais. Quand on en est à ce stade-là d'atrophie corticale, malheureusement, on a du mal à parler, on est dans un fauteuil roulant, la vie est épouvantable et elle ne va plus durer très longtemps à ce niveau-là. Voilà. Nous allons vite fait parler de l'atteinte de l'ADN, puisque là, on va partir de la neurotoxicité pour aller vers les cancers. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le noyau, c'était la bibliothèque du corps humain. Dans notre bibliothèque, ou alors pour les plus jeunes qui ont des ordinateurs, on est quand même assez nombreux, c'est le disque dur, quoi. Il y a la comptabilité, il y a les photos de famille, il y a tous les documents administratifs, c'est là-dedans. Et dans le corps humain, eh bien, c'est sous forme de 23 paires de chromosomes. Si on regarde un chromosome de plus près, on peut voir la double hélice d'ADN. Si on regarde encore un petit peu plus près, on voit qu'il y a un codage très précis
avec quatre lettres, l'adénine, la cytosine, guanine, tyrosine. Voilà. Je ne vais pas aller trop dans le détail. Je vous mets un code barre pour dire, voilà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va dire que, par exemple, cette partie-là de l'ADN, elle va coder pour la couleur de mes yeux. Cette partie-là, elle va coder pour la longueur de mes os. Cette partie-là, par exemple, ici, c'est la couleur de mes cheveux. Ah bah non, là, il n'y en a plus. Désolé, vous ne pourrez pas voir. Voilà. Pour autant, on a entre 20 000 et 25 000 gènes. C'est totalement énorme. Donc, maintenant, on va passer à une devinette. Quel est le point commun entre un moine copiste et un fœtus? Alors, ben, c'est interactif. Est-ce que vous avez des idées? Bon, je ne vais pas vous laisser mitonner trop longtemps. C'est l'information. C'est-à-dire que notre ADN, ça serait comparable à un microfilm extrêmement long, parce que rien qu'un chromosome, quand on le déplie, il fait 1,80 m. Ouais, 1,80 m, un petit chromosome microscopique. Donc il y a de quoi écrire. Et imaginez que notre moine copiste, il soit gêné par une guêpe qui vient l'embêter au moment où il est en train de copier. Eh bien, il va faire des erreurs de recopiage qui peuvent être fatales au niveau de l'embryogénèse, parce que au niveau d'un livre, une virgule, un accent, un S, en trop ou en moins, ça peut changer le sens de la phrase. Et donc, au cours de la vie in utero, le corps commence par une cellule qui se divise en deux, puis en deux, et à chaque fois, il faut recopier la Bible, c'est-à-dire l'ADN, sans faire une seule faute, et pour arriver à une copie pour un bébé de plusieurs milliards de cellules. Donc vous imaginez que si on a des perturbateurs endocriniens ou des pesticides comme le glyphosate, eh qu'est-ce qui se passe? Si c'est l'exemple de cette maman qui a, sans le savoir, passé du glyphosate alors qu'elle était enceinte, et elle a inhalé le glyphosate, il n'en a pas fallu beaucoup, au moment où la trachée et l'œsophage de son fœtus, par exemple ici, était en train de se différencier. Et l'enfant est né avec une fusion des deux. C'est le petit Grattalou, je ne sais plus comment il s'appelle, on peut le retrouver sur YouTube. Maintenant il est grand, mais il a juste eu que 35 opérations chirurgicales depuis qu'il est né. Voilà. Il y a aussi un fort doute sur les enfants dans l'Inde qui sont nés avec une main ou un bras en moins. Et on a souvent des éleveurs par exemple, j'ai vu un reportage des éleveurs de cochons qui nourrissent leurs cochons avec du soja OGM bien arrosé au glyphosate au Brésil, mais on a le droit de l'importer, et ben voilà, ça fait des petits cochons qui sont mal formés. Donc on est tous là-dessus concernés. Alors la cancérogénèse, eh bien, c'est l'apparition d'une tumeur cancéreuse. Voilà, parce que quand on a un xénobiotique qui vient perturber le noyau de la cellule, eh bien cette cellule, elle fait n'importe quoi. Elle va augmenter, elle va apparaître, la tumeur, ou elle va muter encore plus facilement. Et puis aussi, on a des cancers des générations futures. Malheureusement, enfin des générations suivantes plutôt. C'est-à-dire qu'une maman qui inhale un pesticide, eh bien son bébé, il va naître tout à fait bien, mais peut-être qu'à 40 ans, il va développer un cancer des testicules ou de la prostate. Alors que ce n'est pas lui qui va forcément être exposé à des pesticides, mais c'est au moment de sa conception. Je me trompe de sens. Voilà. Alors, comment ça se passe une cellule cancéreuse? On est dans un organe, on a 3 copines cellules qui vont très bien, elles sont en pleine forme toutes les 3, et puis il y a des substances chimiques qui arrivent et qui abîment le noyau d'une des cellules. Alors cette cellule, elle commence à devenir anormale, et puis aussi à se multiplier. Normalement, à ce stade, on a l'apoptose, c'est-à-dire la destruction, la mort cellulaire. Par qui? Par les globules blancs. Alors les globules blancs, c'est l'équivalent de la patrouille des gendarmes dans un village.
Quand ils voient quelque chose qui est anormal, ils disent tiens, viens voir là, toi, t'es un extraterrestre, allez hop, on t'embarque, tu disparais. Eh bien, les globules blancs devraient arriver à repérer ces cellules et les éliminer. Malheureusement, si les gendarmes ils ont été aussi intoxiqués qu'ils sont moins vaillants, forcément ils vont moins repérer les cellules cancéreuses qui prolifèrent complètement pour devenir une grosse tumeur. Et malheureusement, on peut avoir aussi une des cellules qui va se détacher. Alors mettons que j'ai un cancer du poumon, elle va se détacher, aller dans le sang, puis se poser à un autre endroit, sur une vertèbre, sur les reins, etc., sur le pancréas. Et donc ça va faire une métastase qui va donner un néocancer. Quand on est à ce stade-là, on est très mal. Alors on a un nouveau danger qui apparaît depuis quelques années, ce sont les nanoparticules. Alors pourquoi nano? Parce qu'elles sont encore plus petites que les pesticides et elles sont énormément utilisées dans l'industrie. En Europe, il y a 440 types de nanoparticules qui sont utilisées et malheureusement, on retrouve ces nanoparticules dans la nourriture et aussi dans les médicaments. Nous verrons ça. Alors, ces nanoparticules, je ne vais pas vous faire le détail, hein, on ne peut pas... c'est utilisé dans les emballages alimentaires pour un effet antibactérien, c'est utilisé dans les vêtements techniques, dans les pneumatiques. Je vous parlerai du retardateur de flamme, le brome. Vous verrez dans les films que je vous ai montrés. Par exemple, vous avez un retardateur de flamme dans le tissu de votre canapé pour pas qu'il va brûler au cas où. Et à force de s'asseoir sur ce canapé, eh bien, on va faire de la poussière. Cette poussière, on va l'inhaler et ça va donner les mêmes problèmes que les pesticides. Vous avez entendu parler aussi peut-être du dioxyde de titane qui va être enfin interdit et qui donne cette belle couleur aux bonbons pour que les enfants achètent demandent à acheter des bonbons. Et puis ce dioxyde de titane, malheureusement, on le trouve dans les médicaments. Alors c'est un truc, les médicaments c'est fait pour soigner les gens et on met du dioxyde de titane pour qu'il soit bien blanc et le dioxyde de titane est cancérogène. Et vous voyez que là ça traverse tout, donc la membrane cellulaire et le placenta aussi. Voilà. Alors, j'ai oublié, voilà. Je ne vais pas m'étendre plus. Les microplastiques, alors un exemple de microplastique que vous connaissez tous, c'est quand on nettoie le filtre de notre sèche-linge. Il y a une poudre. Si vous prenez un microscope, en fait c'est quoi? Ce sont des microfibres de nos vêtements. Quand on achète une fourrure polaire, c'est fait avec quoi le tissu polaire? C'est fait avec des bouteilles plastiques. Donc c'est très bien, c'est un bon recyclage, sauf que quand ce tissu s'abîme, eh bien ça va faire des produits qu'on va peut-être inhaler et puis qui vont aussi aller dans l'eau de lavage de la machine à laver et retourner dans nos stations d'épuration. Et puis c'est coriace, hein, ça vit longtemps ces trucs-là. Et alors, il y a les microplastiques dont je vous parlais, et puis il y a les plastiques que nous jetons dans la nature qui se dégradent et qui polluent notre environnement, bien entendu, et malheureusement. Et alors, ça donne des polluants organiques persistants dont on a énormément de mal à se débarrasser. Juste une petite diaporama pour dire qu'on tape souvent sur le monde agricole. Et là, je tiens à dire qu'on n'est pas là pour dire il y a les blancs et les noirs, les gentils et les méchants, parce que nous, en tant que non-agriculteurs, nous avons aussi notre part de responsabilité dans la pollution qui finalement nous revient de plein fouet dans la figure. Alors lui, c'est un agent double, voilà, c'est le fameux perturbateur endocrinien. Qu'est-ce que c'est? C'est une substance qui se fait passer pour une autre.
Donc en informatique, quand vous ouvrez votre boîte mail et puis que vous avez un courrier qui se fait passer pour un ami et qui dit envoie-moi de l'argent ou vous avez gagné quelque chose, il suffit juste de cliquer ici, eh bien ce fake news, c'est un perturbateur endocrinien dans notre corps. Alors il y a trois mécanismes principaux. Soit eh bien, ça imite l'action d'une hormone. Quand l'organe qui devait recevoir cette hormone, à la place il reçoit un perturbateur endocrinien, il se met à faire n'importe quoi. Ça peut aussi bloquer l'action de l'hormone cible. Et puis l'organe qui fabrique l'hormone, lui aussi, peut faire une hormone peut-être totalement bloquée, ou c'est le transport de l'hormone qui est bloqué au niveau du sang. Alors, où est-ce qu'ils se cachent ces perturbateurs endocriniens? Eh bien, nous avons deux associations avec lesquelles j'ai travaillé, Santé Environnement Rhône-Alpes et Génération Future. Allez sur leur site, adhérez, parce qu'ils ont aussi besoin de financement. Ils font un travail totalement énorme, avec des études qui sont vraiment cette fois impartiales, et vous trouverez une ressource documentaire sur leur site qui est très grande. On a Jacqueline Collard qui tient un stand du CERA avec qui vous pourrez discuter si vous voulez, parce que le CERA ne fait pas que la pollution chimique, elle fait aussi la pollution électromagnétique. Et par exemple, Génération Future a fait une série d'études experts, on en est au moins à la 10e, sur les pesticides et les perturbateurs endocriniens, et vous apprendrez énormément de choses pour éviter ça. Alors, là, eh bien, ces perturbateurs endocriniens, je n'ai pas mis de marque pour ne pas avoir de problème avec la loi, mais on en retrouve aussi dans les cosmétiques. Dans les produits ménagers, n'en parlons pas. Et aussi dans les insecticides. Juste une petite anecdote, j'ai un de mes patients qui, pendant 10 ans, a mis au pied de son lit, parce que la prise elle était de son côté, le petit machin qui chauffe dans la prise avec la plaquette dedans. Pendant 10 ans, il a sniffé toutes les nuits ce petit insecticide, et maintenant malheureusement il a une fibrose pulmonaire à 60 ans et il est en attente de greffe. Donc quand je vous parle de l'effet cumul, c'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est vraiment quelque chose de très grave, et c'est à nous de voir. Vous verrez dans la deuxième partie de la conférence, après un casse-croûte bien mérité, comment éviter ces choses-là. On a aussi ici, rapidement, les huiles essentielles qui peuvent avoir un effet perturbateur endocrinien. Donc, je vous conseille d'aller voir le pharmacien pour demander des conseils. Ça ne s'utilise pas n'importe comment, ce sont des molécules très utiles, mais qui sont très puissantes. Et puis tout ce qui est encens, bougies parfumées, papier d'Arménie, vous mettez tout ça à la poubelle. Hein, il y a eu une émission sur France 5 qui est sortie là-dessus. Vous les éjectez parce que là aussi c'est une grande source de cochonneries. Donc là, en résumé, vous voyez que les perturbateurs endocriniens, ils ne vont pas forcément agir que sur un organe, mais ils peuvent agir sur tous les organes à la fois. Et cette diapo, je la trouve assez horrible, mais je l'ai mise quand même, puisque malheureusement, ils sont source de tératogénèse, c'est-à-dire tératos en grec, le monstre, c'est les malformations fétales. Alors, d'autres exemples, le bisphénol qui a été arrêté maintenant. La puberté précoce, c'est la petite fille qui a 8 ans à ses règles. Il faut peut-être voir si elle n'a pas été exposée à des perturbateurs endocriniens, notamment au niveau de la nourriture, notamment dans les fast-food, par exemple. On a les cancers, on a le diabète, on a donc l'obésité qui va avec. Et puis, les troubles de l'apprentissage, c'est quelque chose qui est en train d'apparaître dans notre société. On a de plus en plus d'enfants qui ont des troubles de l'attention, des troubles autistiques,
qui ont du mal à se concentrer en classe, qui ont du mal à avoir de l'apprentissage, qui se bagarrent plus souvent que les autres. Ça, c'est très très bien décrit dans le film Demain tous crétins. Regardez-le sur YouTube. J'ai pas besoin de vous en dire plus. Vous verrez, on a tout compris. Donc, pour autant, c'est pas la peine de vous mettre à manger bio pour vous protéger. Si vous mangez trop sucré, trop salé, si vous faites trop souvent des barbecues, si vous picolez comme des trous, si vous fumez du tabac et du cannabis, n'est-ce pas? Et si vous êtes addict des écrans. Pourquoi? Je vais être rapide là-dessus, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous en parler parce qu'on a une alimentation qui est beaucoup trop sucrée. Regardez l'équivalent sucre de ce qu'on donne à nos enfants ou de ce que nous buvons nous-mêmes. C'est incroyable ce qu'un seul verre peut contenir en sucre. Et dans les petits déjeuners ou dans les goûters qu'on donne à nos enfants, c'est énorme, 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 énorme. Donc faites attention, et puis en plus, non seulement c'est sucré, mais en plus, on a un certain nombre de confiseries, de choses sucrées qui contiennent des matières grasses, mais ça, c'est pas des oméga 3. Hein. Les oméga 3, c'est bon pour la santé, ça non. Résultat, surpoids, diabète, les nouvelles cirrhoses du foie, les NASH, c'est-à-dire que en fait, la cirrhose du foie, ce sont des enfants qui l'ont. On voit ces enfants qui sont un peu obèses et qui vont beaucoup au fast-food, qui mangent beaucoup. Ils peuvent développer des cirrhoses précoces, des maladies inflammatoires, des risques cardiovasculaires. Et une chose qui est très importante aussi, pourquoi on trouve du sucre dans des plats industriels tout faits? Parce que le sucre est addictif. On a fait des expériences avec des rats, on leur a donné dans leur cage une boisson sucrée et une boisson avec de la cocaïne. Bon, la cocaïne, tout le monde connaît, c'est pas rien en termes d'addiction. Et bien finalement, les rats se battaient pour aller boire de l'eau sucrée. Et ils délaissaient l'eau avec de la cocaïne. Donc, vous voyez que le sucre, c'est pas rien. Et malheureusement, après, c'est responsable de toutes ces pathologies. Pareil, sur YouTube, vous allez voir Magali Valkovic qui va vous expliquer le mécanisme de l'hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire que si je mange un petit déjeuner trop sucré, eh bien ça fait trop de sucre dans mon sang. En réaction, le corps va sécréter de l'insuline pour dire « Oulala, il faut faire baisser ça, j'en vous envoie de l'insuline ». Du coup, trop d'insuline baisse de la quantité de sucre dans le sang à 10 heures, et ce sont des enfants qui commencent à être moins attentifs à l'école, à bâiller, etc. etc. Et bien ça, ils font des... Et qu'est-ce qui se passe? J'ai faim, donc je vais manger un goûter, donc je vais manger une barre de céréales ou de sucre, et hop, j'en rajoute encore, et je grossis, je grossis, je grossis. J'ai fait l'expérience quand j'ai un patient qui ne vient pas, je me fais un petit café, des fois je mange une petite papillote, et une demi-heure après j'ai la dalle. Donc je fais attention. J'essaie de ne pas manger une deuxième papillote, donc j'en achète pas. Alors vous me direz, c'est pas grave, si je prends pas de sucre, je vais prendre de l'aspartame. C'est cool. Eh bien, l'aspartame, c'est 3 molécules différentes. C'est de l'acide aspartique qui provoque juste des troubles neurologiques. C'est de la phénylalanine qui fait baisser le taux de sérotonine, donc je suis moins zen. Et c'est du méthanol qui est juste un alcool toxique. Je crois que le méthanol, on s'en sert pour les briquets tempête. Donc vous voyez que l'aspartame, c'est pas terrible. Et comme ils ont une saveur sucrée très importante, ils vont duper le cerveau qui va générer une sécrétion d'insuline et donc générer une hypoglycémie, puis après des troubles de l'appétit parce que j'aurai faim. Voilà, ça j'ai trouvé ça sur Dr Bonne Bouffe, c'était très intéressant. Le sel, dans notre alimentation, on en a beaucoup trop, il ne faudrait pas dépasser les 5 grammes par jour de sel. Le sel, il adore l'eau. Donc quand j'ai du sel dans mon sang, il va dire aux petites molécules d'eau, venez vers moi, venez vers moi. Donc on a des artères qui se gonflent inutilement d'un volume de sang trop important. Et donc ça génère une hypertension artérielle. Donc le premier traitement de l'hypertension artérielle, c'est déjà d'arrêter le sel. Et puis, comme le corps se dit, oulala, il y a trop de sel, il faut que je l'élimine, il va l'éliminer par
par les reins, malheureusement c'est accompagné du calcium. Le sodium entraîne son poids de calcium avec lui dans les urines. Donc qu'est-ce qui se passe? Si j'ai moins de calcium, j'ai de l'ostéoporose, c'est-à-dire des os fragiles avec un risque de fracture plus important. Donc on se dit, bah, tiens, je vais arrêter le sel, mais je vais mettre des bouillons cubes. Parce que dans les bouillons cubes, il y a du glutamate. Le E621, qui est le fameux isoglutamate de sodium. Donc vous voyez que là, on est parti des champs, où il y avait des pesticides, et on est maintenant dans l'environnement de notre maison. Là, si on s'empoisonne, c'est nous tout seuls. Il ne faut pas aller taper sur les pesticides. Et donc, il est mortel pour les neurones à grosse dose. Il génère la maladie de Parkinson, l'Alzheimer, la sclérose en plaques. Et puis aussi, c'est un dérégulateur de l'appétit. Hein, vous avez peut-être entendu des potes, quand vous les invitez à l'apéro, le gars il vous dit ah non, moi je touche pas les petits gâteaux machin, parce que quand je tombe dessus, je peux plus m'arrêter. Je les mange. Et ben c'est parce qu'on a des exhausteurs de goût qui stimulent l'appétit. Comme ça, on en mange plus et on en achète plus. Donc, on grossit. Voilà. Et ça augmente aussi, ça peut accélérer des cancers ou des métastases cancéreuses. Oh mon Dieu, mais que faire? Attention à l'étiquetage, c'est pas toujours marqué isoglutamate de sodium, ça peut être marqué extrait de levure, levure hydrolysée, etc. Alors le diaporama, je le mettrai sur le site, hein, je passe un peu vite parce qu'il est long, mais vous retrouvez toutes ces informations sur le site que mon ami Bertrand nous a concocté. Voilà, donc méfiez-vous parce que les industriels ont toujours des parades d'étiquetage pour ne pas mettre du glutamate. Voilà. Alors je suis désolé de le dire, mais dans les xénobiotiques, l'alcool en fait partie. Alors, d'abord c'est toxique, et puis en plus, comme ça crée une dépendance, c'est addictif. Alors, je vous dis tout de suite, j'aime bien mon verre de vin, je vais goûter le vin et la bière d'Alexandre et Michel. Je préfère largement un petit verre de vin de temps en temps, mais du bon et du bio, plutôt qu'un verre de glyphosate, hein, tant qu'à faire. Alors, le jackpot dans tout ça, celui qui cumule tout, eh bien, c'est la cigarette. Je ne pouvais pas ne pas le dire en tant que professionnel de santé. Hein, on dit toujours, est-ce que vous fumez? Oui, bon, écoutez, sachez que dans la fumée de cigarette, on a tous les cocktails des pesticides, perturbateurs endocriniens, toxiques qu'on veut. Voilà, je l'ai dit. Vous êtes au courant, et cette image-là, elle se retrouve sur Internet très facilement pour communiquer aux gens que vous aimeriez avoir arrêté de fumer. Voilà. Mais que fait cet enfant? Il est dans un écran. Ça, c'est aussi une des avant-dernières pathologies. Trop d'écran pour nos enfants, d'ailleurs pour nous aussi des fois, c'est des troubles de l'attention et du sommeil. Et puis c'est un épuisement. Alors méfiez-vous quand vos enfants vous disent tu vas te coucher, oui, tu éteins bien la lumière, oui. Puis sous les couvertures, il est en train de jouer avec sa console, enfin son téléphone, etc. Et le microbiote, alors, qu'est-ce que le microbiote? C'est l'ensemble des bactéries que nous avons dans notre intestin. Alors juste un petit rappel, un homme d'1m70 et 70 kg, votre serviteur, il a environ 100 000 milliards de cellules qui le constituent. Mon cerveau, j'espère qu'il a à peu près encore 100 milliards, peut-être 86, je ne sais pas, il y en a peut-être qu'on grillait avec la conférence. Et malgré tout, eh bien, on a 2 à 10 fois plus de bactéries dans notre intestin que notre corps est fait de cellules. Ça grouille là-dedans, en fait on est plusieurs. C'est une schizophrénie milliardième, si j'ose dire. Alors, ces bactéries, elles sont extrêmement importantes pour nous, puisqu'elles nous aident à assimiler les nutriments, à digérer l'amidon, à absorber les acides gras qui sont indispensables à notre santé. Elles participent même à la fabrication de certaines vitamines, et elles nous protègent contre les bactéries et les champignons, comme le Candida albicans,
par exemple, que nous ingérons dans notre alimentation, eh bien, s'il en reste encore après l'estomac, ce sont nos bactéries qui vaillamment vont lutter contre ces bactéries pathogènes. Et elles sont aussi l'occasion d'entraîner le système immunitaire, c'est-à-dire nos gendarmes, nos globules blancs, eh bien, grâce à la présence de ces bactéries dans notre intestin, on aura un bon système immunitaire efficace. Alors, qu'est-ce qui atteint le microbiote intestinal? C'est comme les abeilles, c'est comme nos cellules. Les xénobiotiques, les antibiotiques, malheureusement, quand on en prend, les anti-inflammatoires, et puis en général les médicaments, et puis malheureusement l'alcool. C'est pas marrant, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en boire et que du bon. Mais ça n'implique que moi, cette dernière phrase. L'interaction entre le mental, les organes et le microbiote, c'est le stress. Là, on rentre dans notre environnement le plus intime. Je peux avoir une vie parfaitement saine en mangeant bien de la nourriture bio, en ayant une vie stressante, eh bien ça va tout gâcher. Ça va perturber l'équilibre neurovégétatif et notre flore intestinale. C'est-à-dire que le stress, il se trouve ici, le nerf vague descend, alors normalement il s'arborise, je n'ai pas trouvé de diaporama comme il faut, il va sur tous les organes, donc il va perturber le fonctionnement des organes et il va perturber le fonctionnement de nos bactéries qui à leur tour vont moins bien fonctionner et donc on sera moins bien défendu, elles feront moins bien leur travail. Voilà. J'espère que nous allons arriver à survivre tout ça. Nous sommes un peu soit Messini, soit notre corps humain. C'est le village gaulois qui sommes attaqués de toutes parts par ces méchants tout autour de nous. Voilà. Alors maintenant, on va